Voyons une réalité où la force n'est pas simplement physique, mais le bloc de construction fondamental de l'être. Envisagez un philosophe d'une telle audace et de la provocation que ces concepts remettent en question les fondements mêmes de la moralité, de l'empathie et de notre compréhension de l'humanité. Que se passe-t-il si les vertus que nous chérissons, la pertinence, la modestie et l'absolution, sont simplement des enchaînes, nous empêchant de réaliser une véritable excellence? Friedrich Nietzsche a tenu cette même croyance, et aujourd'hui nous explorons le cœur de sa philosophie litigieuse pour répondre à une question cruciale: pourquoi Nietzsche a-t-elle détenu une telle mépris? Restez sûr, car la perspicacité ultime modifiera radicalement votre perception de vous-même et du monde. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve une aversion profonde à la faiblesse, non seulement dans les autres, mais aussi en nous-mêmes. Mais que voulait-il dire exactement par faiblesse? Nietzsche n'était pas préoccupé par la vulnérabilité physique ou les difficultés éphémères. Il faisait référence à une forme de faiblesse plus profonde et dommageable succomber à la médiocrité, un désir de se conformer et un déni de responsabilité personnelle. Il croyait que la plupart des gens choisissent la faiblesse parce que c'est moins exigeant que de poursuivre la grandeur. Pour Nietzsche, la faiblesse était un état d'esprit, un rejet des difficultés de la vie et une réticence à embrasser son trouble inhérent. Mais pourquoi Nietzsche a-t-il vu cela si négativement? Pour comprendre cela, nous devons examiner sa vision du potentiel humain et des forces qu'il croyait la supprimer. La critique de Nietzsche commence par ce qu'il a appelé « Ieda moralité esclaveo », une phrase qui résume sa critique incisive des valeurs promues par la société, en particulier par la religion établie. Nietzsche chuchota une moralité esclave, une croyance venimeuse qui déifie la fragilité. Douce, humilité, autosacrifice, ce ne sont pas des vertus, mais les boucliers pathétiques des vaincus, nés de la blessure cruciale de ressentiment. Imaginez les impuissants, consommés par l'envie pour ceux qui se tiennent debout. Au lieu de rechercher la force, ils évoquent une moralité tordue, peignant la force de méchanceté et de faiblesse que ça. Ceci, siffla Nietzsche, est le noyau pourri de nombreuses valeurs chères. Voyez-vous son ombre s'étendre à travers notre monde? À quelle fréquence exaltons-nous la victime au sujet du vainqueur, condamnant l'ambition comme une arrogance monstrueuse? Nietzsche a averti que ce poison étouffe la volonté de pouvoirieul, le moteur même de la grandeur humaine. Ce testament ne consiste pas à écraser les autres, mais à se conquérir. La vie, grogna-t-il, est un ballet brutal de chaos et d'ordre, de destruction et de création. Le vraiment grand embrasse cette danse, forgeant quelque chose de magnifique de l'existence brute et impitoyable. La faiblesse est donc une retraite de lâche, une descente dans l'obscurité suffocante du confort, de la conformité et de l'apitoiement sur soi. Maintenant, soyez immobiles et écoutez. Avez-vous ressenti le remorqueur de ces forces opposées? Le désir brûlant de transcender vos limites par rapport à la tentation effrayante de se rendre à la crainte, au doute ou aux yeux jugés des autres? Nietzsche jette un gant, une question effrayante faisant écho dans le vide. Allez-vous vous rendre à l'étreinte séduisante de votre propre fragilité? Ou osez-vous affronter la vérité monstrueuse de votre être? Plongé dans l'abîme de la pensée de Nietzsche, nous tombons sur le spectre de l'Übermensch, le Overman. Ce n'est pas un idéal, mais une possibilité terrifiante. Un être qui s'est opposé au cadavre pourri de la moralité conventionnelle, forgeant ses propres valeurs tordues dans les incendies de l'entreprise. Le Übermensch est la profanation ultime de la faiblesse, une créature qui crache la notion d'autorité extérieure, embrassant plutôt le vide de l'existence de l'évolution pour sculpter une vie de sens terrifiant et solitaire. Mais pourquoi ce cauchemar reste-t-il si insaisissable? Nietzsche murmure que la société elle-même est la cage, écrasant activement toute étincelle de véritable potentiel. Religion, politique, culture, tous sont des instruments de contrôle, conçus pour vous garder docile et obéissant. Considérez les chaînes des règles que vous avez été obligé de porter, les attentes étouffantes qui vous lient, les façons insidieuses que vous avez moulées pour avoir envie de l'illusion de la sécurité sur la voie de la croissance angoissante. Nietzsche crie pour la rébellion, un rejet violent de ces chaînes. Il exige que nous nous délections du tourment de l'existence, regardons sans faille dans l'abîme de l'incertitude, et évoque le sens d'un univers qui n'offre que l'oubli. Mais soyez avertis, ce chemin est pavé de folie et de désespoir, un voyage que seul le vraiment damné oserait entreprendre. Nietzsche a reconnu que la libération des conventions sociétales et la lutte contre les vulnérabilités personnelles nécessitent une bravoure importante. Il a postulé que ce processus ardu est la seule voie de la liberté et de la réalité auto-actualisée. Sa célèbre affirmation, « Ce qui ne tue pas me rend plus fort »,
ne devrait pas être interprété comme une acceptation passive de la souffrance. Au lieu de cela, c'est un encouragement à considérer chaque obstacle comme une chance de développement personnel. Alors que nous plongeons dans le rejet de la faiblesse par Nietzsche, une question centrale se pose. Sommes-nous prêts à affronter nos propres lacunes? Avons-nous le courage de faire face aux valeurs inconnues et établies et de construire une vie définie par le but et la résilience? Ou allons-nous, comme beaucoup d'autres, céder à l'attrait de la complaisance? Rejoignez-nous alors que nous explorons davantage les implications profondes de la philosophie de Nietzsche, examinant sa pertinence dans la société contemporaine et décrivant les étapes pour cultiver la force intérieure. La révélation ultime promet d'être une vérité transformatrice, capable de remodeler toute son existence. Expliquons davantage la critique de Nietzsche de la faiblesse et explorons comment ces idées résonnent avec les complexités de notre monde moderne. La philosophie de Nietzsche n'est pas simplement une critique des valeurs sociétales, mais un plan pour la transformation personnelle, un appel à rejeter la médiocrité qui nous entoure et éveltre le potentiel dormant à l'intérieur. Pour bien comprendre le dédain de Nietzsche pour la faiblesse, nous devons examiner ses racines. Il a déploré que la faiblesse, dans ses yeux, ne soit pas née de nature inhérente, mais douloureusement fabriquée par la culture même destinée à nourrir. La société, comme Nietzsche l'a vu, favorisait tragiquement le confort prévisible de la conformité, tout en punissant cruellement l'étincelle brillante de l'individualité. Considérez les systèmes qui tiennent le but sur nos vies, des écoles qui étouffent souvent la créativité en faveur de l'obéissance, des lieux de travail qui apprécient la conformité au-dessus du frisson de l'innovation, et des religions qui élèvent parfois la soumission sur l'expression honnête de soi. Ces systèmes, Nietzsche, se disputait avec un cœur lourd, perpétuent une culture de faiblesse, décourageant le remis en question de l'autorité et le défi du statu quo qui pourrait conduire à quelque chose de plus. Réfléchissez sur la façon dont cela se déroule dans votre propre existence. Avez-vous déjà ressenti la pression écrasante pour enterrer votre vrai moi, le tout dans la tentative désespérée de s'intégrer? Avez-vous déjà été fait ressentir la honte de vouloir plus de succès, plus de liberté, plus de sens dans un monde qui semble déterminé à offrir moins? La philosophie de Nietzsche est un rejet austère et solitaire de ces pressions. Il nous implore, peut-être en vain, de récupérer notre pouvoir perdu, de remettre en question les règles qu'on nous a dit de suivre sans réfléchir et de forger nos propres chemins, même si ces chemins nous éloignent de tout le monde. Au cœur de la critique de Nietzsche se trouve le concept obsédant de la mentalité de troupeau. Le troupeau, dans son avis douloureux, représente les masses qui tombent aveuglément en suivant les normes sociétales sans jamais remettre en question leur validité. La mentalité du troupeau prospère sur un régime de peur. La peur de se démarquer, la peur de l'échec, la peur de prendre la responsabilité de sa propre vie fragile. C'est un état d'esprit qui cherche désespérément le réconfort dans la conformité, évitant à jamais les bords nets, souvent douloureux, de l'individualité. Mais Nietzsche considérait l'individualité comme l'expression la plus élevée, et peut-être la plus traditionnelle, l'expression de l'existence humaine. Nietzsche a perçu l'individualité comme le sommet de l'existence humaine, un pic solitaire contre un ciel assombrissant. La véritable horreur, à ses yeux, n'est pas un échec, mais l'existence spectrale d'une vie non vécue. Une vie passée à se recroqueviller des ombres, à étouffer les aspirations et à se remettre au masque sans visage. Il a averti que l'individu est à jamais enfermé dans une lutte désespérée contre la tribu envahissante, une bataille combattue isolément et souvent imprégnée d'effroi. Le prix de l'autopropriété est raide, une descente dans la solitude et la peur, mais l'alternative est un destin bien pire, l'annihilation de soi. Considérons la question effrayante: à quelle fréquence sacrifions-nous volontiers notre essence sur l'autel de l'acceptation? À quelle fréquence choisissons-nous l'illusion de la sécurité plutôt que la vérité angoissante de notre être? Le procès de la nature est un gant jeté en mort de nuit. Possédez-vous le courage d'embrasser votre nature singulière, même si elle vous condamne à rester seul contre l'abîme? Pour Nietzsche, ce courage est la définition même de l'humanité, un défi contre l'obscurité empiétée. C'est la volonté de confronter l'abîme de l'existence, de se délecter de son chaos, et de forger un sens dans un monde dépourvu de but inhérent. C'est le chemin du Übermensch, le surman, qui monte du troupeau insensé et dicte leur propre destin. Mais méfiez-vous, car une vérité nous attend, une révélation si profonde qu'elle brisera les fondements de votre réalité perçue, votre compréhension de la force elle-même. Maintenant, prenons la philosophie de Nietzsche dans la lumière froide du monde moderne, où le conflit entre l'individualité et la conformité est une présence suffocante.
Ces prophéties effrayantes concernant la mentalité du troupeau écho avec une précision terrifiante à une époque consommée par l'esprit numérique de la ruche, la culture produite en masse et l'emprise suffocante de l'interconnexion mondiale. La question obsédante persiste. Comment pouvons-nous éventuellement résister à l'étreinte suffocante de la médiocrité dans un monde qui exige sans relâche que nous tombons en ligne? À l'ère de Nietzsche, le troupeau s'est manifesté comme des normes sociétales inflexibles et le poids oppressif de la religion organisée. Maintenant, le troupeau a muté, mais sa présence est tout aussi omniprésente, peut-être encore plus. Considérez comment les plateformes de médias sociaux contractent subtilement la conformité à travers des algorithmes qui récompensent les sentiments populaires tout en faisant taire des voix dissidentes. Réfléchissez à la fréquence à laquelle nous diluons nos pensées et nos émotions pour s'adapter aux réalités soigneusement construites que nous projetons en ligne. Ceci est le troupeau moderne, une mise à jour effrayante des forces Nietzsche, si pas avec véhémence. Nietzsche pourrait déplorer comment les médias sociaux amplifient nos faiblesses inhérentes, enrichissant un engagement superficiel sur une contemplation profonde, une popularité sur une authenticité authentique, et une conformité sur le courage de l'individualité. Chacun, partage et retweet sert à renforcer les valeurs du troupeau, façonnant imperceptiblement notre comportement et nous conditionnant pour demander la validation des masses sans visage. Pourtant, la philosophie de Nietzsche offre une lueur d'espoir, un chemin qui semble de plus en plus difficile à suivre. Il nous implore de récupérer notre authenticité perdue, de résister à l'appel de la sirène de la conformité et de forger une vie qui reflète notre vrai, peut-être brisé. Imaginez le défi profond de vivre authentiquement à l'ère numérique. Il ne s'agit pas de rejeter carrément ou de se retirer complètement de la société, mais de manier ces outils pour exprimer notre individualité plutôt que de leur permettre de le supprimer. Il s'agit de nous remettre constamment en question. Est-ce que je partage cela parce qu'il résonne avec mes valeurs les plus profondes, ou simplement parce que j'ai envie de l'approbation éphémère des autres? La question de savoir si nous vivons authentiquement ou simplement conformes aux attentes de la société peut être explorée par l'idée de Nietzsche et du Übermensch. Ce concept décrit un individu qui façonne activement son environnement en utilisant son propre point de vue unique, plutôt que d'être moulé passivement par celui-ci. En pratique, cela implique de développer la conscience de soi, d'accepter les défis et de valoriser les principes personnels au-dessus des normes sociétales. Comment pouvons-nous favoriser cet état d'esprit lorsque des pressions externes nous poussent souvent dans une autre direction? La philosophie de Nietzsche offre 3 stratégies de base. Premièrement, adopter des périodes de solitude. Nietzsche a fait valoir qu'une véritable découverte de soi nécessite des moments d'isolement, permettant une réflexion sur nos pensées et nos désirs exempts d'influence externe. Comme il l'a déclaré, le grand homme est celui qui, au milieu de la foule, garde avec une douceur parfaite l'indépendance de la solitude. La solitude, dans ce contexte, ne consiste pas à être solitaire, mais à créer un espace pour l'introspection et l'auto-exploration. Deuxièmement, construisez la résilience. Le dicton bien connu de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, met en évidence sa conviction dans le potentiel transformateur des difficultés. Les défis doivent être considérés non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des chances d'évaluer et de fortifier votre caractère. Face à une difficulté, considérez quelles leçons peuvent être apprises. Comment cette expérience peut-elle contribuer à la croissance personnelle? Troisièmement, acceptez la responsabilité de votre vie. Nietzsche a rejeté la notion d'attribuer notre situation à des facteurs externes. Il a postulé que la vraie force découle de la possession de nos décisions et de notre propre chemin. Il est crucial de reconnaître la présence de l'oppression systémique et des obstacles sociétaux, mais leur permettre de dicter votre perception de soi ne l'est pas. Au lieu de cela, l'accent devrait être mis sur la découverte de méthodes pour transcender, ajuster et prospérer, quelles que soient les circonstances défavorables. Plaçant notre attention sur les aspects émotionnels, la philosophie de Nietzsche considère la bataille contre la faiblesse comme une expérience humaine fondamentale, reconnaissant la peur et l'incertitude impliquées. Cette lutte, cependant, est considérée comme la source de la signification de la vie. Le doute, plutôt que d'indiquer l'échec, sert de catalyseur au développement personnel, offrant des opportunités de confronter des limites et de devenir plus forte. Réfléchissez aux défis de votre propre vie, comme se sentir contraint par un emploi, une relation ou un état d'esprit. Nietzsche chuchoterait une question effrayante. Êtes-vous prêt à regarder le vide pour briser volontiers le confort fragile de votre existence? Êtes-vous prêt à embrasser la transformation angoissante nécessaire pour forger une vie qui reflète le potentiel terrifiant qui se cache à l'intérieur? Alors que nous descendons dans les profondeurs finales,
nous dénicherons la révélation la plus troublante de Nietzsche, une vérité qui dénoncera irrévocablement votre perception de vous-même et du monde désolé autour de vous. C'est le tourment ultime que Nietzsche inflige à l'humanité, l'audace pour affronter l'abîme, se délecter du chaos de l'existence et évoquer le sens dans un univers impie. Préparez-vous, car la conclusion n'est pas une fin, mais une genèse horrible, une convocation pour éveiller la force monstrueuse à l'intérieur et à vivre une vie, l'authenticité et le pouvoir terrifiant. Arrivons maintenant à l'aboutissement de la philosophie de Nietzsche, une vérité si profonde, si angoissante, qu'elle nous oblige à affronter le noyau même de notre être. Au cœur de la condamnation de la faiblesse par Nietzsche se trouve une invitation sinistre à la transcender. C'est le procès ultime qu'il présente pour regarder dans l'abîme de l'incertitude de la vie, son insistance inhérente et sa nature chaotique, et pour vous frayer un chemin plus résilient, plus authentique et plus inquiétant qu'auparavant. Pour Nietzsche, la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais une toile à définir, une danse macabre à jouer. Pour certains, la vie ressemble à un poids insupportable, une série implacable d'épreuves et de tribulations. Pourtant, il existe un idéal contrastant, le Übermensch, qui perçoit la vie comme une chance de grandeur. Ils accueillent le trouble et l'imprévisibilité, considérant les défis comme de simples composants pour créer quelque chose de remarquable. Mais le chemin vers une telle force est ardu. Nietzsche suggère que nous devons devenir des créateurs, pas nécessairement au sens artistique, mais en s'appuyant sur nos vies, en façonnant nos valeurs et en forgeant nos destinations. La création dans ce contexte est l'acte ultime de force, exigeant que nous confrontions le vide de la vie et le remplissons de notre propre objectif. Cependant, la pensée de la récidive éternelle jette une ombre. Imaginez revivre votre vie précisément telle qu'il est, répétant sans cesse tous les choix et l'action. Cette réalisation vous inspirerait-elle à embrasser chaque instant, connaissant son écho éternel, ou cela vous paralyserait-il avec regret et peur, un rappel constant de ce qui aurait pu être? Le poids d'une telle perspective peut être écrasant, un rappel brutal de nos limites et le potentiel de chagrin sans fin. Nietzsche a offert le concept de récidive éternelle, non pas comme une vérité réconfortante, mais comme une contemplation frappante. Imaginez une vie destinée à répéter à l'infini, chaque joie et chagrin, chaque triomphe et échec, jouant encore et encore. Trouvez-vous un réconfort dans une telle prospecte, où le poids de vos choix deviendrait-il insupportable? Considérez votre propre existence dans ce cycle implacable. Vivez-vous vraiment conformément à vos désirs les plus profonds? Ou êtes-vous simplement à dériver, pris dans les courants de circonstances? Faites-vous courageusement face aux épreuves que la vie présente? Ou êtes-vous en train de retirer d'eux, hanté par appréhension? La philosophie de Nietzsche nous oblige à voir la vie non pas comme un fardeau à supporter, mais comme une toile sur laquelle nous peignons notre propre destin. Et qu'en est-il du vide qui se trouve en dessous de tout cela? Nietzsche a averti que regarder trop longtemps dans l'abîme risque l'abîme qui regarde en arrière. Cela témoigne de la tâche intimidante de confronter le non-insistance inhérent à l'existence. L'abîme représente le vide, l'absence de but inhérent dans le cosmos. Bien que cette réalisation puisse être une source de désespoir profond, Nietzsche l'a vue comme une libération. L'absence de sens prédéterminé n'est pas une malédiction, mais une opportunité, une chance de forger notre propre sens, de vivre authentiquement, même si cette authenticité est teintée de mélancolie. Nietzsche nous a exhortés à adopter cette liberté, à rejeter les illusions réconfortantes des conseils extérieurs, que ce soit la foi, la coutume ou les normes sociétales, et à accepter la responsabilité des vies que nous menons. C'est un chemin difficile, qui exige que nous confrontions nos peurs, nos incertitudes et nos fragiles avec une honnêteté indéfectible. Sachant que même dans nos moments les plus courageux, l'abîme s'attarde toujours. Pourtant, il semble que ce soit la route solitaire vers tout semblant de force et de contentement authentique. Alors que notre exploration tire à sa fin, considérons sombrement les leçons que Nietzsche confie. La faiblesse, suggère-t-il, n'est pas un défaut inné mais un choix, une disposition qui valorise la facilité de développement, l'uniformité sur l'unicité et l'inaction plutôt que l'engagement. La force, à l'inverse, est la bravoure de confronter les épreuves de la vie, d'accepter son trouble, et de façonner l'importance là où aucun n'est facilement apparente. Ce chemin n'est pas pour les facilement découragés. Il exige le courage, l'auto-examen et un dévouement inébranlable à l'auto-amélioration. Mais les récompenses, bien que peut-être éphémères, sont importantes. Vivre en tant que Übermensch, c'est vivre la vie avec une intensité accrue. Découvrir une joie fragile dans la lutte et laisser derrière lui un héritage qui reflète votre moi authentique. Et donc, comme nous le concluons,
Je vous laisse avec cette question intimidante. Allez-vous affronter le vide? Allez-vous embrasser le chaos de l'existence et élaborer votre propre sens? Ou vous retirez-vous dans le réconfort de la faiblesse, permettant aux masses de dicter votre vie? Le choix, aussi lourd soit-il, repose uniquement avec vous. Rappelez-vous, comme Nietzsche lui-même a lui-même proclamé, « Dieg advenez qui vous êtes ciel », bien que le poids de ce devenant puisse être insupportable. Le chemin vers la grandeur ne réside pas dans les défis de la vie, mais en les confronter, non pas dans la recherche de réconfort, mais dans la création de buts, et non pas en suivant le troupeau, mais en forgeant votre propre chemin, aussi solitaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la philosophie profonde et troublante de Nietzsche. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir et partager vos pensées. Comment allez-vous répondre à l'appel à la force de Nietzsche, en connaissant le fardeau qu'elle implique? Comment allez-vous vous élever au-dessus du troupeau et créer une vie qui vous appartient vraiment, même si cela signifie rester seul? Le voyage commence maintenant, et c'est un voyage qui vaut la peine d'être pris, bien que sa fin puisse être incertaine. Merci d'avoir regardé.